Je voudrais à présent inviter une personne qui a été très proche de Martine aussi de diverses manières, également dont nous avons beaucoup collaboré. C'est Jean Forneris qui, à cette époque, était conservateur du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret et qui connaît particulièrement bien, naturellement, l'œuvre de certains artistes qui touchaient beaucoup Martine et qui pose un regard d'historien, de conservateur, muséal, sur l'œuvre de Martine dont il va nous faire bénéficier. Mesdames, Messieurs, il y a tellement de, comment dirais-je, de personnes qui ne sont plus de ce monde, mais que j'ai bien connues pour participer à ce qui a été, à mon humble avis, un âge d'or de la culture niçoise dans les années 60, 70 et 80, et où Martine a apporté de manière extrêmement personnelle sa contribution, alors que le paysage était extrêmement diversifié. Le nouveau réalisme, Fluxus, la mouvance de l'école de Nice, et puis en même temps support surface ou la figuration narrative. Cette exposition m'a beaucoup appris, car je connaissais l'œuvre de Martine de manière lointaine ou épisodique. Et effectivement, comme le dit si bien Marc, Martine a fait d'abord ses gammes au contact, disons, des naïfs. Mais est-ce que le douanier Rousseau est naïf? Mais c'est une référence nécessaire pour Martine, qui va prendre son élan. Vous voyez là, c'est extrêmement rousseauien, pas rousseauiste. Et Martine va rencontrer deux créateurs qui ont d'abord le père, Alexis Mossa, qui disparaît en 1926 et qui fut le premier conservateur du Musée des Beaux-Arts de Nice et qui fut l'inventeur, on peut dire, du carnaval moderne, c'est-à-dire le corso avec les cavalcades, les grosses têtes, les chars. Donc, une modernité qui, quand même, s'enracine dans une longue tradition. Et là, vous avez cette aquarelle très célèbre, conservée au Musée Masséna, du corso carnavalesque avec le célèbre ratapignata en niçois, c'est-à-dire les chauves-souris. C'est très draculéen, la chauve-souris. J'adore Dracula. Dans le cours Saléya, devant le palais des rois sardes. Alexis Mossa, non plutôt, Alexis Mossa va créer un ensemble, chaque année, des propositions, des maquettes évidemment bidimensionnelles, de chars de carnaval. Vous voyez ici cette fantaisie, si j'ose dire, chinoise, musicale, et où l'on retrouve tout à fait le style pictural très comment dirais-je, très enlevé d'Alexis Mossa. Son fils va prendre le relais. Alors son fils, je suis tenté par le fait de dire que Gustave Mossa, son fils unique, né en 1883, est incontestablement trop méconnu, est incontestablement un des peintres symbolistes à la charnière du symbolisme et du surréalisme, car il commence sa carrière symboliste dans les années 1903, alors que le symbolisme est déjà hors course, pour terminer à peu près dans les années 11-12. Et il nous laisse ce que j'appelle la Joconde du Musée des Beaux-Arts, car tout musée devrait avoir une Joconde mise en lumière.
S'il n'y a pas de Joconde, ça ne marche pas. Et c'est la fameuse sirène repue qui n'a pas pu ne pas fasciner Martine de 1905, où le mythe grec rejoint une évocation de la ville de Nice avec Notre-Dame, le beffroi ici, un hôtel, je ne sais plus exactement, le monument du centenaire, l'ancien et le casino de l'HT Promenade et je crois l'ancien casino qui devait peut-être se trouver sur la place Masséna. Et voilà l'affiche de 1913-1914 qui a servi de base inspiratrice à l'affiche de Martine. Et vous voyez combien Martine, tout en se référant à Gustave Adolphe Mossa, affiche totalement sa personnalité. Alors, mesdames, messieurs, je n'ai pas pu me retenir de... Alors, voilà d'autres affiches de... Alors, voilà l'affiche de Martine, et qui sera utilisée... Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Qui sera utilisée ensuite pour le centenaire du carnaval de Nice. Alors ici, d'autres propositions plus tardives de Gustave Mossa, une affiche de 1915 où l'on voit, enfin pour les personnes qui s'intéressent vraiment à l'œuvre de Gustave Mossa, on voit que le style de Mossa s'infléchit pour faire quelque chose de plus minutieux, de plus miniaturiste. Et une œuvre, alors, le carnaval de 1921, où là, véritablement, les références, je dirais symbolistes, puisque Mossa, carnavalesque, mêle des influences à son œuvre, des influences symbolistes. Et là, alors, je voulais vous montrer les fantaisies de Gustave Adolphe. Voilà un char probablement de 1912 et qui est une variation sur Salomé. Salomé étant un des mythes qui a littéralement hanté la pensée de Gustave Adolphe, au demeurant grand amateur du beau sexe. Salomé, et cette variation incroyable. Alors on peut même se demander si les carnavaliers, n'est-ce pas Annie, pouvaient matérialiser cette folie créatrice en 3 dimensions. Quand on voit comme ça, c'est aussi un char de la musique. Alors là, qui est représenté là, parce que les figurants, merci. Ce sont les musiciens sur les chars. Merci beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est une allusion à la vie tout à fait moderne. Nous sommes en 1912. Un richissime Américain vient d'acheter une œuvre d'Henri Regnault. Henri Regnault est un peintre qu'on réhabilite aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un peintre académique, un pompier, mais c'est plutôt un orientaliste. Il disparaît à peine à l'âge de 30 ans durant la guerre franco-prussienne, et avant de mourir, il réalise une Salomé donnant dans un plat le chef de Jean-Baptiste, et ce départ de cette œuvre pour les États-Unis a créé un véritable mouvement de scandale en France, non seulement parce que Henri Regnault était un peintre de qualité, mais aussi parce que c'est une figure de la victime de la guerre franco-prussienne, puisqu'il disparaît en 1871. Et cette œuvre a été achetée une somme colossale pour l'époque, ce qui explique, n'est-ce pas, tous les milliardaires yankees qui sont portés par ce violon ou ce violoncelle.
Et l'œuvre, voilà l'œuvre aujourd'hui qui est exposée au Metropolitan de New York et qui, non, s'il vous plaît, et qui est entrée au Metropolitan peu d'années après, en 1816. Ce qui est fascinant dans l'univers de Martine, et l'exposition le montre très bien, c'est cette conquête d'une technique picturale qui comment dirais-je, je n'ai pas les mots, étonnante. C'est-à-dire que Martine retrouve le métier extrêmement léché, ne prenez pas le mot léché au sens péjoratif du terme, mais extrêmement léché de maîtres comme Bronzino au XVIe siècle ou Ingres au XIXe siècle. Un métier qui fait oublier le coup de pinceau. Et ce qui est étonnant aussi, c'est cette façon d'avoir conquis la tridimensionnalité avec une utilisation très personnelle du clair-obscur, que normalement les peintres dits naïfs ignorent, et cette précision, cette prolifération du détail, en général dans un univers de ruines. Est-ce une allusion, je ne sais pas, à l'état du monde tel que Martine pouvait le constater? Alors évidemment, là, c'est une œuvre par sa précision hallucinée qui est le plus bel hommage que Martine offrait au facteur cheval. Alors là, je voulais dire que la tradition ruiniste chez Martine prend sa source. Est-ce qu'elle, je ne sais pas si elle connaissait tout cela, peu importe d'ailleurs, mais par exemple chez François de Nomé, qui est un peintre lorrain de l'époque de la guerre de 30 ans, début du XVIIe siècle, qui représente des ruines absolument fantastiques. Et là, je voulais vous donner... Je n'ai pas trouvé de diapositive, mais vous voyez les deux colonnettes, n'est-ce pas, qui sont en marbre fantaisiste, extrêmement poli, avec des reflets subtils. Martine probablement les avait vus dans ces peintres flamands de la fin du XVe, début XVIe, où les personnages évoluaient au milieu de ruines ou de bâtiments avec des matériaux précieux, en particulier des marbres extrêmement polis. Et vous voyez combien Martine arrivait à rivaliser, si j'ose dire, avec les maîtres anciens et leur façon extrêmement minutieuse de rendre la réalité. Voilà, là je voulais vous montrer, c'est un peintre totalement inconnu, ne croyez pas, ce n'est pas une façon d'étaler une culture que je n'ai pas, c'est une œuvre d'un peintre flamand du première moitié du XVIe siècle qui s'appelle Lancelot Blandel, et qui vous montre, n'est-ce pas, par cette prolifération, quelque chose qui semble anticiper l'art de Martine. Je dis bien, soyons prudents. Et il est certain que Martine ignorait cette œuvre. Et je voudrais terminer en montrant le soin absolument fabuleux du rendu du moindre détail. Par exemple, ici, vous avez une peinture de Kees van Dongen
qui a été longtemps prêté au musée des Beaux-Arts par la veuve, la troisième veuve, horrible veuve. Toutes les veuves ne sont pas aussi horribles. Au musée des Beaux-Arts, et qui ensuite a été retiré, malheureusement. La veuve a retiré ses œuvres pour, je crois, la donner au musée national de Monaco. Et visiblement, d'après ce qu'on peut lire des écrits de Martine, elle n'était jamais plus heureuse que dans cet admirable amoncellement de détails qui aujourd'hui nous fascine et nous régale. Je vous remercie. S'il vous plaît, un instant. Je voudrais aussi ici rendre hommage, j'ai travaillé longtemps avec lui, à Claude Fournet, qui a fait partie en tant que directeur des musées de Nice de cet élan créateur des années 70 et 80, mais dont l'état de santé terrible, je veux bien le dire, ne m'a pas permis d'être présent parmi nous. Voilà, merci beaucoup.